On ne va pas se fâcher, premier débat sur Boursorama et ce budget 2026 tel qu'il se dessine cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-il une folie fiscale, comme le dénonce Bruno Retailleau, le président des Républicains? C'est vrai que pour les entreprises, les amis, je me disais quand même, l'addition, elle devient un petit peu lourde cette semaine entre la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Je vais vous laisser répondre, mais moi j'ai vu quoi? J'ai vu ça, j'ai vu la taxe GAFAM, le doublement de la taxe GAFAM sur les services numériques, taxe surprise et massive sur les multinationales pour éviter l'optimisation fiscale, les rachats d'actions. L'addition, elle devient lourde quand même, non, Cyprien? Oui, mais alors je trouve que les termes du débat sont intéressants, puisque Bruno Retailleau effectivement parlait de folie fiscale pour désigner les amendements pris par la gauche, enfin proposés par la gauche. J'ai vu un député macroniste qui parlait de populisme fiscal. Je trouve que c'est intéressant en France et révélateur à chaque fois qu'on cherche à augmenter, même légèrement, l'imposition pesant sur les plus grandes entreprises et les plus riches. On est taxé soit de fous, soit de populistes. Alors qu'en réalité, je pense que ce qui se passe, c'est assez simple. La question de fond qui sous-tend le débat auquel on assiste aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui va payer. Le gouvernement nous a expliqué qu'il allait falloir faire des efforts pour diminuer le poids de notre dette et de nos déficits. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a plus de 3 400 milliards d'euros d'endettement public dans ce pays, c'est évidemment trop. La France va rembourser, je crois, 60 milliards d'euros d'intérêts l'année prochaine à ses créanciers. Moi, je préférais que ces 60 milliards d'euros servent à autre chose qu'à rembourser des créanciers. Donc on est d'accord sur l'idée qu'il va falloir faire des efforts. La question, c'est de savoir comment ces efforts sont répartis. Et quand on regarde le budget présenté par Sébastien Lecornu, on se rend compte qu'il y a 30 milliards d'euros d'efforts. Et sur ces 30 milliards d'euros, donc en baisse de dépenses et en augmentation de recettes, sur ces 30 milliards d'euros, les plus riches et les grosses entreprises contribueraient à hauteur de 6 milliards, selon les propres chiffres du gouvernement. Donc on peut considérer que ce n'est pas beaucoup. Et ce que cherche à faire la gauche, à l'Assemblée nationale, en commission, et puis plus tard dans l'hémicycle, c'est juste de rééquilibrer un petit peu les choses et de faire en sorte que les riches... Donc pour vous, c'est un simple rééquilibrage pour les entreprises? C'est pas trop lourd, c'est juste un rééquilibrage. C'est juste un rééquilibrage, on pourra en discuter, mais quand on regarde le budget aujourd'hui, les gens qui vont consentir à des efforts les plus douloureux, c'est pas les entreprises, c'est pas les plus riches, c'est les classes moyennes et c'est les plus pauvres, à travers toute une série de mesures, le doublement des franchises médicales, le gel des prestations sociales, le gel du barème de la CSG, etc., etc. Donc pour les entreprises, l'idée, c'est... Rééquilibrage, addition pas trop lourde, Édouard. Alors, je crois qu'il faut remettre un peu ce qui est en train de se passer là et qui est effectivement une folie fiscale dans le contexte économique que connaît le pays. Et puis après, je vais citer un grand auteur qui est Benjamin Franklin. Mais le contexte économique, on a des chiffres tout récents là, qui sortent. Le dernier trimestre, donc le Q3, le troisième trimestre 2025, nous avons battu le record du nombre d'entreprises en difficulté, en redressement, qui était auparavant au troisième trimestre de 2009, qui était le temps de la crise financière mondiale. Donc aujourd'hui, on a plus de faillites d'entreprises en France qu'au moment de la crise financière des subprimes. Deuxième chiffre, ça vient de sortir, c'est tombé cette semaine. Nous avons en France 2 fois plus de fermetures d'usines que d'ouvertures d'usines aujourd'hui, au premier semestre 2025. On est dans un moment de contraction de notre économie et donc de la machine à produire des richesses et à produire de la prospérité en France qui est potentiellement vertigineux. Benjamin Franklin. Ce que l'on taxe diminue, ce que l'on subventionne augmente. Bon, et bien aujourd'hui, on fait le choix en France, et moi, ma grande tristesse, c'est qu'en fait, il y a quasiment un consensus républicain là-dessus, de l'extrême gauche à l'extrême droite. On fait le choix en France de taxer quoi? De taxer la production et le stock de richesse, de taxer le travail et de taxer le capital. La taxe du travail, bon, on ne va pas revenir sur le montant des charges sociales, des charges patronales qui grèvent les salaires, mais là, il y a une ligne rouge qui a été franchie cette semaine avec le ministre du Travail qui proposait effectivement que pour les apprentis, en fait, on taxe davantage le travail des apprentis, ce qui fait que les apprentis aujourd'hui, à volume de travail équivalent, vont gagner moins qu'avant ce budget. Donc addition trop lourde. Donc, non, c'est plus qu'une addition, c'est un choix de société. On fait le choix de taxer le travail, de taxer le capital. Et ben, le travail et le capital, en tout cas les talents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils enregistrent le message et soit, s'ils ont la possibilité, ils délocalisent,
soit ils sortent de l'économie. Non, mais sur ce qui a été voté cette semaine, Oui. c'est folie fiscale, populisme fiscal, comment vous le qualifiez? Parce que j'ai quand même l'impression que vous ne pensez pas tout à fait la même chose, là, pour le coup. Non, Parce que là, on parle de rééquilibrage d'un côté et de l'autre de... Non, mais pour moi, en fait, on bascule. C'est-à-dire, si on choisit de taxer à ce point, alors qu'on a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne, on fait un choix de société. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on subventionne? On subventionne l'assistanat, on subventionne le non-travail, on fait des efforts inconsidérables, et peut-être que là, on va se mettre d'accord avec Cyprien, des efforts excessifs pour protéger les niveaux de retraite de nos pensionnés, alors que on mettra de côté les petites retraites, alors que en fait il y a insuffisamment d'actifs pour les faire vivre. Et donc le choix de société qu'on est en train de faire, c'est un choix de société d'assistance plutôt que d'une économie qui va produire de la richesse pour le plus grand nombre. Et ce sont les pauvres qui en paieront le prix le plus élevé. Alors ça, je suis d'accord sur le fait que ce sont les pauvres qui paieront le prix le plus élevé. Je suis aussi d'accord sur cette idée que ce n'est pas le budget de Sébastien Lecornu qui va relancer la croissance. Je pense à l'inverse que dans la mesure où c'est un budget de rigueur, on sait très bien que ça va peser sur l'activité économique, ce qui est une très mauvaise chose vu le contexte actuel. Mais si on se focalise uniquement sur les amendements qui sont votés en ce moment, les amendements qui visent à alourdir la fiscalité, je pense qu'il faut rappeler que l'idée, ce n'est pas de taxer l'ensemble des contribuables, ce n'est pas de taxer les PME dont vous parlez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a effectivement une augmentation très préoccupante du nombre de faillites en France, mais c'est surtout des faillites de petites entreprises et moyennes entreprises. Là, ce n'est pas elles qui sont concernées, c'est les plus grosses d'entre elles. L'un des amendements dont on a beaucoup parlé, qui a été voté mardi en commission, il consiste en fait à augmenter l'impôt payé par les multinationales de façon à ce qu'elles payent en France un impôt proportionnel à ce qu'elles gagnent. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a 26 milliards d'euros. Oui, c'est censé. Alors on peut discuter du rendement, qui est peut-être un peu exagéré, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que les multinationales en France ne payent pas ce qu'elles devraient payer en impôts. Ça a été beaucoup documenté. C'est ce qu'on appelle l'évitement fiscal, pour le dire de manière pudique. C'est-à-dire qu'en gros, elles réalisent des milliards d'euros de bénéfices à travers le monde, mais elles jouent sur la localisation de ces bénéfices, si bien qu'en fait, toute une partie de ces bénéfices part dans les paradis fiscaux ou dans les territoires à fiscalité réduite. Il y a une étude qui a été réalisée par le CEPI il y a quelques années qu'il faudrait réactualiser parce qu'elle date un petit peu, qui avait cherché à mesurer en France le coût de cet évitement fiscal. Et le chiffre auquel ils étaient arrivés, c'était 36 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 36 milliards d'euros de bénéfices qui s'évaporaient de France pour partir dans les paradis fiscaux. Et donc on voit bien que c'est un argent qui aurait dû être taxé en France, qui revenait de droit. Donc ça ne vous choque pas que les grandes multinationales... On taxe un petit peu plus les multinationales, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Alors, pour Edouard, est-ce que c'est un problème pour Edouard? L'évitement fiscal est un problème, est un vrai problème, est un problème coûteux. Après, c'est comment est-ce qu'on le règle? Les signaux et le choix que l'on est en train de faire là, ça va être, je vais essayer d'éviter d'être grossier sur l'antenne, ça va être un foutoir sans nom, parce qu'on a 120 conventions fiscales avec des différents États dans le monde, donc il va falloir détricoter tout cela. Et deux, si vous voulez, les entreprises, elles reçoivent ce signal 5 sur 5. Déjà, elles attendent de voir de quel côté la pièce va tomber pour le budget. Donc, vous avez une suspension aujourd'hui des investissements. Les investissements publicitaires, en ce moment, c'est gelé. Investissements publicitaires, investissements industriels. Vous avez on suspend toute décision d'embauche en France parce qu'on ne sait pas jusqu'où. Et en revanche, le signal qui est envoyé, c'est ça va être compliqué, mais on va vous taxer davantage, et surtout les grandes entreprises. Donc le signal, c'est en France, surtout, restez l'entreprise la plus petite possible, et peut-être que vous aurez moins de problèmes. Ce sont les signaux inverses que l'on doit envoyer, les signaux absolument inverses, qui sont juste... Si on veut continuer d'attirer ou de maintenir le capital et le travail en France, le capital et le travail devenant de plus en plus mobiles, il faut envoyer les signaux inverses. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est laissé enfermer dans le langage dans le langage de l'adversaire de la création de richesse en France, en ne parlant que de taxes, que d'impôts. À aucun moment du film, on ne parle d'économie significative, substantielle à faire sur nos dépenses sociales, sur le train de vie de l'État. À aucun moment, on a évacué ce débat. C'est ça la grande faute. Vous avez parlé d'attractivité, et c'est vrai que c'est un argument qui revient très souvent quand il s'agit de taxer les plus riches et les entreprises. On dit, ah là là, mais il faut faire attention parce que vu que c'est les contribuables par définition qui sont les plus mobiles, et ben, si on les taxe, ils vont partir. Et le corollaire de cet argument, c'est de dire qu'il vaut mieux taxer des contribuables qui sont peu mobiles,
c'est-à-dire en gros la plupart d'entre nous et les PME, parce qu'au moins eux ne peuvent pas partir. C'est au nom de cet argument qu'on a eu de cesse de diminuer l'imposition pesant sur les plus riches et les entreprises et les grandes entreprises depuis 20 ans dans ce pays, si bien qu'on arrive aujourd'hui à des situations qui me paraissent ubuesques. Je le rappelle, je crois que tout le monde le sait ici, mais je le rappelle quand même. Les grandes entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire les entreprises de plus de 5000 salariés en France, payent proportionnellement moins d'impôts sur les sociétés que les PME. Ça a été documenté, c'est l'INSEE qui le dit, hein. Ce n'est pas un syndicat ou je ne sais quelle ONG. Le taux d'imposition effectif des PME en France, c'est 21%, et le taux d'imposition effectif des grandes entreprises, c'est 14% seulement, donc c'est 7 points de moins. Donc c'est un problème. Et cet argument de dire si on les taxe, elles vont partir, à mon avis, je pense que ça ne résiste pas à la réalité des faits. L'amendement, je reviens quelques secondes là-dessus. Edouard se doit répondre là-dessus. Cyprien a tout à fait raison, ce décalage n'est pas acceptable, mais plutôt que de baisser, enfin, il faudrait aligner faudrait que la fiscalité. Du moins 10 ans que vous voulez, moi je préférerais que ce soit du mieux 10 ans. Non, parce que c'est pas comme ça qu'on va relancer le moteur de l'économie, d'une économie qui est en train de sombrer, où on est en train de battre. Si vous discutez avec les greffes des tribunaux de commerce aujourd'hui, mais on est au début. Pas d'un tsunami, mais de quelque chose d'assez lourd. La croissance a rebondi de 0,5% au troisième trimestre en France. Peanuts, parce que la consommation tient encore un peu et à peine. En revanche, la production de richesse, elle est plus là. Non, c'est vraiment pas le moment d'envoyer des signaux d'alourdissement de la fiscalité des entreprises, quelle qu'elle soit, et puis de complexité. Les signaux que l'on attendait, c'était davantage d'économie sur le train de vie de l'État, c'est d'avoir le courage, personne n'a ce courage-là, d'avoir le courage de dire, écoutez, en France, à part les petites retraites, les retraités sont trop bien servis par de moins en moins d'actifs. Donc il faut courageusement aller chercher les économies à faire sur le niveau des pensionnés en France. Bon, en tout cas, folie fiscale, donc pas folie fiscale. Folie fiscale pour vous, toutes ces mesures qui frappent les grandes entreprises, c'est de la folie fiscale? Oui, et puis folie mortifère. Cyprien? Non, un simple rééquilibrage. Voilà. Simple rééquilibrage, et je pense que les arguments d'attractivité ne tiennent pas à partir du principe que s'il y a des multinationales aujourd'hui qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France, des multinationales étrangères, ça veut dire qu'elles considèrent que la France constitue un débouché économique intéressant, un débouché commercial intéressant. Donc imaginez que demain, si on les taxe davantage, elles préféreront partir. À mon avis, c'est une erreur. On ne va pas imaginer, je ne sais pas, que McDonald's, par exemple, qui réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans notre pays, va se décider à quitter le pays sous prétexte qu'on augmente très légèrement son taux d'impôt sur les sociétés. Edouard ira moins souvent au McDo. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, d'ailleurs. Sur la consommation, on peut aussi sortir pour éviter de consentir à l'excès d'impôts qui arrive dans le pays. Effectivement, ceux qui peuvent partir partent, mais il y a d'autres façons de ne plus consentir à l'impôt. D'abord, c'est d'épargner, c'est de ne plus consommer, et puis c'est l'économie souterraine. Moi, je soutiens que l'Élysée et le Palais Bourbon aujourd'hui sont les grands parrains du déploiement de l'économie souterraine en France, parce que les agents économiques vont essayer de plus en plus d'éviter toute forme de taxation et donc de passer en dessous des radars. Pour les recettes fiscales, ça sera autant de choses perdues. Et avant juste passer au deuxième débat, sur la taxe sur les multinationales pour éviter l'évitement ou l'évasion fiscale, le ministre de l'économie, Roland Lescure, dit que tout ça sera largement contesté devant les tribunaux pour cette histoire de double taxation. Donc est-ce qu'il y aura vraiment les recettes fiscales? On peut en discuter. Et puis sur la taxe GAFAM, il ne faut pas sous-estimer non plus la réaction, les représailles de Trump aussi. Cet argument, l'argument juridique peut s'entendre. Il y a un débat entre juristes là-dessus. Bon. Mais l'argument des représailles, moi, il me fait vraiment sourire. On a expliqué que si on passait de 3% à 6% la taxe GAFAM, ça allait provoquer des représailles. Au-delà de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Donc c'est un chiffre en plus qui est très élevé. On dit, ah là, mais il ne faut surtout pas énerver Donald Trump. On a l'impression que c'est la France qui attaque Donald Trump. Je rappelle que celui qui a déclaré une guerre commerciale à la moitié de l'humanité, à la moitié de la planète, c'est Donald Trump, c'est pas nous. Donc l'idée de considérer qu'il faut essayer de rétablir un petit peu les choses et d'instaurer une forme de rapport de force, du mini-rapport de force avec Donald Trump, ça ne me paraît pas illégitime, d'autant que, comme vous l'avez dit, c'est au-delà de 2 milliards d'euros, donc ça concerne vraiment les très grosses entreprises. Avant, c'était 750 millions d'euros. Exactement, donc on a relevé ce seuil pour sortir le plus possible sortir le bon point, notamment. Exactement, d'entreprises françaises de ce dispositif-là. Bon, c'est pas ça, à mon avis, qui va faire fuir les grosses entreprises. À mon avis, c'est même la moindre des choses. D'autant qu'à la base, il était question de faire 15%. Donc là, au lieu de faire 15, on a fait 6. Donc c'est quand même un geste d'apaisement. Au risque de décevoir David, je vais être d'accord avec Cyprien sur le sujet des taxes GAFAM, avec un petit codici quand même, c'est qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Il faut le faire avec l'Union européenne.
c'est là où on a un levier. Parce qu'en revanche, si on s'amuse à le faire tout seul, on se prend effectivement un retour de manivelle. Mais sur le fond, je suis d'accord avec Cyprien là-dessus.